Sommes-nous face à une deuxième vague? Eh bien, écoutez, la mortalité d'hier était de 12 décès en France, ce qui veut dire, rapporté au nombre de cas positifs, pour une mortalité, une létalité instantanée, ce qui n'a qu'une valeur indicative, mais qui nous dit qu'il y a un décès nouveau pour 1000 tests positifs nouveaux actuellement. On est donc dans une phase qui n'a rien à voir avec celle de mars. Nous avons connu 27 décès samedi. On voit que nous ne sommes pas du tout sur une phase d'explosion exponentielle telle qu'elle avait été annoncée encore il y a 15 jours. Et de la même façon, les hospitalisations ont diminué la semaine dernière. Nous étions à 5450, on est maintenant à 5325. On voit que les hospitalisations diminuent également. Donc il n'y a pas de deuxième vague actuellement? Actuellement, les chiffres officiels de Santé publique France, une fois qu'ils sont corrigés par Santé publique France, lorsqu'elle évite les erreurs et les défauts de report qui ont pu être proposés hier, puisque vous avez vu qu'entre 20h hier soir et 23h30, nous avions 312 décès en France avant que Santé publique France reconnaissent une erreur simplement de transcription sur les centaines et qu'on redescende à 12 décès. De la même façon, vendredi, on a eu 123 décès qui ont été comptabilisés et qui reprenaient seulement la totalité des décès de l'été complet pour un seul établissement hospitalier de l'Essonne. Donc à chaque fois, on a cru qu'il s'agissait du départ d'une deuxième vague. Pour l'instant, nous sommes à 12 décès seulement hier. On voit que la seule vague que la France a connue est celle du printemps. Alors, vous savez aussi ce que répondent à cet argument. Ils disent, d'une part, il y a toujours un décalage entre les contaminations et le nombre de décès, donc ce serait à venir. Et puis, on pointe toute une série d'avertissements. 55 départements en rouge. Pour la première fois sur la semaine dernière, davantage de décès que la semaine précédente. Le taux de positivité qui augmente, qui est à 5,7%, davantage de réanimation dans les hôpitaux, de personnes réanimées. Le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France parle d'un risque d'embrasement de Paris. Tout ça, vous le contestez ? Alors, il y a beaucoup de choses parmi cette inquiétude qui continue de diffuser, qui nécessite d'être parfaitement analysée. Si on regarde le nombre d'entrants à l'hôpital, par exemple, sur la semaine dernière, il a augmenté par rapport au mois d'août. On était à 600 nouvelles hospitalisations chaque jour et dans la semaine précédente, alors qu'au mois d'août, on était à 100, c'est-à-dire on a augmenté d'un facteur 6. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nombre d'hospitalisations a diminué. Alors on ne comprend plus tout à fait pourquoi le nombre d'entrants à l'hôpital augmente, alors que le nombre total de malades à l'hôpital diminue sur l'ensemble du territoire français. Eh bien, l'explication très simple à cette discordance est qu'en fait, il y a plus de sortants que d'entrants et donc les soins qui sont actuellement proposés aux personnes hospitalisées sont nettement moins lourds que ceux qui devaient être proposés au printemps. Donc on voit que tous ces indicateurs nécessitent d'être repris. On voit également que les départements en rouge ou les villes qui ont été prises en rouge, pour une ville comme Millet de 4500 habitants, il suffit d'avoir 5 cas positifs et on passe le taux supérieur à celui de la zone orange. Et donc, on a toute une série de départements qui sont également sur des indicateurs excessifs qui ne montrent pas, pour l'instant, d'augmentation significative. Il y a certes une augmentation du nombre de personnes en réanimation, mais là encore, on voit que l'augmentation de la qualité des traitements joue sur une capacité de maîtrise qui n'est pas du tout celle, au regard des 800 personnes hospitalisées actuellement, de l'occupation des 12 000 lits de réanimation annoncés par le ministre de la Santé la semaine dernière comme possible à ouvrir pour l'ensemble des patients Covid. Jean-François Toussaint, comprenez que les Français n'y comprennent rien. Vous avez des médecins qui vous disent, des médecins qui sont connus, qui vous disent il y a une forte aggravation, il y a un vrai risque, on est même quasiment devant la deuxième vague, et vous dites le contraire. Vous et d'autres d'ailleurs, vous dites le contraire. Comment s'y retrouver? Qui croire? Alors il faut bien regarder comment nous évoluons actuellement dans le monde et en Europe pour voir où se situe la France. Hier, le monde a connu 3722 décès par Covid. 3722 alors que nous étions à 10 000 décès. 10 000 décès le 23 juillet. Ce qui veut dire qu'en 8 semaines, maintenant,
nous avons eu une diminution considérable des 2/3 de la mortalité totale de la mortalité mondiale. Donc nous sommes actuellement sur une phase de décroissance de la pathologie et de la même façon en Europe, nous avons connu hier moins de 200 décès et donc il n'y a pas pour l'instant non plus en Europe d'augmentation significative de la mortalité. Le seul pays qui le voit actuellement, c'est l'Espagne, dans la région de Madrid, sur lequel on voit une augmentation avec des taux de progression qui sont certes beaucoup plus faibles qu'au mois de mars, mais qui montrent pour ce seul pays une augmentation actuellement significative. Tous les autres indicateurs, comme le système de surveillance de la mortalité en Europe, montrent des phases qui n'ont pas d'augmentation significative actuellement pour l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne. Alors, puisque vous parlez de nos voisins, bon, déjà, par exemple, il y a l'Angleterre qui augmente de façon drastique les amendes jusqu'à 10 000 €. Et puis, vous venez de le dire, surtout l'Espagne, reconfinement de certains quartiers de Madrid. Est-ce que l'Espagne ne préfigure pas ce qui va arriver en France, c'est-à-dire des reconfinements ? On peut le craindre effectivement, mais la décision politique, une fois de plus, n'a rien à voir avec la réalité de l'évolution pandémique. On voit que sur la totalité des pays qui ont choisi de confiner ou de ne pas confiner, les évolutions ont été très différentes et il n'y a pour l'instant pas d'efficacité du confinement prouvée, il n'y a pas de relation épidémiologique entre le caractère strict du confinement ou pas et le taux de mortalité à la fin de ce mois-ci. On est donc dans une utilisation politique qui dépend de l'inquiétude des gouvernants et qui dépend du coup de l'analyse qui est faite par les conseillers scientifiques autour de ces valeurs. Et le fait que la Grande-Bretagne se propose de réaugmenter sur des zones rouges des confinements locaux est en fait associé à une mortalité, là encore, de 22 décès hier pour toute la Grande-Bretagne. À nouveau, nous ne sommes pas dans ce pays en aucune façon comparable à ce qui se passait au printemps. Le gouvernement français et Olivier Véran ont fait le choix d'une politique territoriale, avec des restrictions, des fermetures qui sont décidées au cas par cas, département par département, entre le préfet et les élus. Donc, par exemple, à Bordeaux, à Nice, à Marseille, des fermetures de parcs, de plages. C'est la bonne méthode ? Le fait d'avoir une décision territoriale, une décision locale est beaucoup plus intéressante pour trouver les conditions appliquées, à condition que là encore, on ait les analyses et les éléments du risque qui soient appropriés au niveau auquel se situe cette élévation. On voit là encore que le fait de supprimer un certain nombre de possibilités sur les parcs, sur les plages, ne correspond pas à cette élévation du risque. Et le fait de revenir à des choses qui soient corrélées directement à la probabilité de se voir contaminé par une phase létale de la maladie est le plus important pour diriger la décision publique. Actuellement, le fait de changer l'horaire de fermeture des bars à 2 heures, à 1 heure, à minuit, à 23 heures, à 22 heures, ne change en strictement rien à la circulation du virus et on ne voit pas comment cet effet-là, alors qu'il a été utilisé de façon très importante, par exemple en Espagne, qui a été un des pays qui a confiné de façon le plus stricte, qui a respecté de façon la plus stricte le port du masque en extérieur, alors qu'il montre cette élévation de la contamination et surtout de la mortalité, donc une phase là, je vous le disais, la seule significative en Europe, on voit bien que toutes ces mesures-là ne sont pas efficaces sur la contamination et sur le risque de formes sévères de la Covid-19. Donc vous dites quelque part que les autorités affolent les populations, mais si on ne recourt pas à des fermetures de bars, de parcs, etc., si on ne ferme pas les établissements plus tôt, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont les autres mesures qu'il faudrait prendre ? On sait qu'il y a 3 types de mesures qui sont toutes des mesures préventives. On n'a pas actuellement de traitement efficace, de traitement curatif de la Covid. On sait qu'il s'agit en population essentiellement de mesures préventives. La première, c'est celle de maintenir sa condition physique.
le fait de lutter contre la sédentarité, le fait d'être en capacité physique va faire une énorme différence, puisque le deuxième facteur en dehors de l'obésité et de la sédentarité, c'est l'âge, et celui-là, on ne peut strictement rien y faire. Le deuxième, c'est celui de se vacciner contre la grippe, puisque ça va être là, sur une phase associée des deux virus, une potentielle augmentation du nombre de cas et du nombre de formes sévères cet hiver. Et la troisième, c'est évidemment de respecter les gestes barrières, la distance et le lavage des mains. C'est dans ce souci-là et dans ce domaine qu'on va avoir le plus grand nombre d'effets. À l'inverse, le dispositif est léger dans les écoles, dans les maternelles et les primaires. Désormais, il n'y aura pas de fermeture s'il y a seulement un élève qui est contaminé. C'est une bonne mesure ? Oui, tout à fait. Et ce point-là, justement, est en discordance, là encore, avec l'annonce d'une aggravation de la pandémie. Si c'était le cas, alors il n'y aurait aucune raison d'alléger les protocoles dans les écoles. Si on le fait, c'est bien parce que cette épidémie actuellement, comme le disait le Premier ministre il y a quelques jours, il n'y a pas de quoi s'affoler. Donc c'est très clairement sur cet élément-là que se situe la décision proposée par le ministre de la Santé. Et le fait de voir cet allègement montre bien que à la fois l'analyse du risque de contamination, le fait qu'il y ait très peu de contamination entre les enfants et les adultes, mais qu'il s'agisse principalement d'une contamination entre adultes actuellement dans le cadre périscolaire, eh bien cela joue à ce moment-là pour avoir une meilleure compréhension du risque et justifier l'allègement de ce protocole dans les écoles. Les tests, le dépistage, 1 million de tests, mais des embouteillages, saturation des laboratoires, et donc le gouvernement qui décide de fils prioritaires pour les cas positifs, pour les personnels soignants, les cas contacts, c'est là aussi une bonne décision ? Oui, l'acharnement diagnostique auquel on a assisté pendant tout l'été a provoqué cette saturation totale sur laquelle, on ne comprend plus la stratégie, 2, on ne voit pas comment pouvoir obtenir les résultats par rapport aux patients qui en ont le plus besoin, les patients qui font les formes graves et les formes sévères, par rapport à ceux qui sont les plus contagieux, et c'est là où on doit avoir la rupture des chaînes de transmission, pas sur ceux qui sont asymptomatiques et qui ont montré là une capacité à guérir spontanément du virus. Donc le fait de recentrer sur les patients graves, les personnes contagieuses, est un élément très important de cette stratégie. Où on en est, ce sera la dernière question, où on en est des traitements? Est-ce que ça progresse? Est-ce qu'il y a des espoirs de trouver le bon traitement? Et même question pour les vaccins, à quelle échéance ça pourrait être? Comme je vous le disais, on n'a pas de traitement curatif qui ait été prouvé au cours de cette première phase du mois de février en tout ce qui avait été testé en Chine, de ce qui a été ensuite testé en Europe et puis aux États-Unis et dans l'ensemble du monde. Il n'est sorti aucune molécule qui ait vraiment prouvé une capacité de réduction de la mortalité. Il reste donc uniquement des traitements préventifs et des traitements de prise en charge dans les formes sévères. C'est le cas notamment de l'oxygénothérapie à haut débit au lieu de l'intubation et de la ventilation mécanique. C'est également le cas des anticoagulants et c'est le cas des corticoïdes qui permettent de diminuer les phases inflammatoires. Et donc sur ces éléments-là, on a une bien meilleure prise en charge, notamment pour les réanimations. En ce qui concerne le vaccin, l'ensemble des tests qui sont réalisés, les phases 2, les phases 3 qui sont lancées maintenant pour un certain nombre d'entre eux, nécessitent encore des semaines et des mois de suivi avant qu'on puisse avoir à la fois la sécurité d'emploi de ces vaccins et leur efficacité sur une capacité à réellement neutraliser le virus, en plus des défenses naturelles et de l'immunité croisée dont nous disposons spontanément actuellement. Donc cela reste une très grande incertitude, on ne sait pas du tout à quel moment cela pourra sortir, mais d'ici là, la question est de savoir s'il faut rester totalement enfermé, totalement confiné, ou au contraire, vivre avec le virus et avoir des capacités de retour à une activité dans tous les domaines. Et il me semble que c'est cette voie-là que le gouvernement a choisie maintenant. Et c'est la voie que vous-même vous privilégiez, retour à une vie normale.
C'est en tout cas celle sur laquelle on voit un certain nombre de pays finir cette phase pandémique avec un certain nombre de succès qui nous montrent, là encore, quelle voie il est potentiellement utile de suivre.